Effectivement, bonjour Antoine Armand. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce rapport dont parlait à l'instant Maya, le fruit de la commission d'enquête sur l'énergie. C'est un constat sévère sur les choix faits par la France depuis plusieurs décennies. On va en parler en détail, mais vous êtes aussi donc un député Renaissance qui va comment ces jours-ci, alors que même au sommet de l'État, visiblement, il y a du flottement entre la ligne d'Emmanuel Macron, très ferme sur la réforme des retraites, et puis celle d'Elisabeth Borne qui dit qu'il faut en tout cas un apaisement avec les syndicats. Je suis, comme mes collègues de la majorité, un député concentré et à l'écoute des Français. Pendant cette réforme des retraites, ce que je constate, c'est qu'on n'a finalement pas beaucoup parlé des retraites. On a beaucoup parlé de travail. Dans ma circonscription, à l'Assemblée nationale, j'ai entendu les questions de pénibilité. Comment fait-on quand on a un métier pénible et qu'à 50, 55 ans, on se sent usé, on est fatigué, on sent qu'on ne va pas pouvoir terminer cette carrière-là pour changer de métier, pour avoir des conditions de travail plus agréables. Je crois que ça doit être ça, aujourd'hui, l'obsession du concret, de l'amélioration des conditions de travail. Mais ça, c'est ce dont vous voulez parler, sauf que les syndicats, la CFDT, la CGT, vous ramènent toujours, encore et toujours, à cette ligne des 64 ans, de cette réforme qui ne passe pas dans l'opinion, qui ne passe pas dans les manifestations, qui produit aussi des violences. Est-ce qu'il faut tenir coûte que coûte sur cette réforme contestée objectivement? Écoutez, l'opposition des syndicats, ce n'est pas une nouveauté. Le fait que cette réforme est impopulaire, ce n'est pas une nouveauté. Et je vais vous le dire très simplement, ça ne fait plaisir à personne de faire une réforme comme ça. De dire, voilà, aujourd'hui, l'âge moyen de départ à la retraite en France, je crois que c'est à peu près 63 ans et demi, un petit peu moins. On va mettre l'âge légal à 64 ans. C'est un effort collectif et c'est un effort difficile. Et je veux le dire avec beaucoup d'humilité, je le mesure. C'est pour ça que je parle des conditions de travail, de la qualité de vie au travail, de la perspective qu'on peut avoir d'augmenter au fur et à mesure de sa vie, sa rémunération, ses conditions de travail, ça me paraît essentiel. Et vous dites ça ne fait pas plaisir, mais on l'a fait quand même. Que vous disent vos électeurs de Haute-Savoie lorsque vous les rencontrez? Ce n'est pas le territoire le plus hostile à Emmanuel Macron, mais est-ce que vous ne sentez pas néanmoins, y compris chez vous, un mouvement maintenant de rejet à la fois du président et de ceux qui le représentent? Vous êtes parlementaire. Aujourd'hui, c'est difficile de défendre cette loi en toute franchise, monsieur le député. Absolument, mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ma conviction profonde, c'est que cette loi, c'est une des mesures de la vision que nous portons depuis des années et que nous continuerons à porter sur le travail. C'est-à-dire permettre l'apprentissage, permettre à des jeunes de rentrer plus facilement sur le marché du travail, baisser les impôts, baisser les cotisations sociales pour que les entreprises puissent payer moins. Il est entendu et il est normal aussi qu'il y ait des partis plus difficiles à faire accepter. C'est notre responsabilité aussi de parlementaire. Moi, j'ai été élu il y a un peu plus de 6 mois. Dans le programme de la majorité, il y avait la réforme des retraites, à côté d'autres réformes. Je la porte, je l'assume. Vous l'assumez. Est-ce qu'il n'y a pas secrètement quand même une partie de la majorité, je ne sais pas si vous en faites partie, qui espère peut-être une censure partielle, totale du Conseil constitutionnel la semaine prochaine, ou l'adoption, la validation de ce qui permettrait un référendum d'initiative partagée qui permettrait de sortir par un autre moyen de ce guêpier? Je ne le crois pas. Je crois qu'on ira au bout du processus institutionnel et bien sûr on attend avec le respect qui s'impose la décision du Conseil. D'accord, donc pas d'espoir de ce côté-là. Enfin, pas d'espoir, ou en tout cas de... Écoutez, le processus institutionnel suit son cours. Si certaines mesures devaient être censurées, on en tirerait les conséquences. D'accord, mais vous continuez à assumer le bien fondé de cette réforme. On en vient donc au rapport dont vous êtes l'auteur, on en parlait, sur l'énergie. C'est un réquisitoire en fait contre la politique suivie, notamment en matière de nucléaire, depuis plusieurs années, par plusieurs présidents de la République. Enfin, en tout cas, vous pointez notamment François Hollande, des choix faits par lui, on va y revenir. Il y a un chiffre qui frappe d'abord, monsieur Antoine Armand, c'est les chiffres de la production de l'électricité en 2022. La moitié des réacteurs en panne. Comment on en est arrivé là? Alors en réalité, sur cette moitié de réacteurs en panne, vous avez une partie, ils ne sont pas en panne, c'est-à-dire que vous avez une moitié sur cette moitié de réacteurs, vous avez une partie qui sont à l'arrêt du fait d'EDF pour vérifier les défauts de corrosion sous contrainte, qui est un défaut générique industriel. Et puis vous avez une autre partie, et c'est aussi le sens de votre question, je pense, qui vient de la maintenance, des arrêts programmés, parce que ces réacteurs, ils commencent à vieillir. Et donc il faut voir comment ils évoluent, apporter les réparations nécessaires, comme pour toute industrie. Et ça ramène à votre question, c'est qu'on a pris ce retard, un retard considérable en matière énergétique et notamment en matière d'anticipation. Mais pourquoi? La France était excédentaire dans sa production au début des années 2000. Quels ont été les choix, les mauvais choix donc, qui ont été faits pour qu'aujourd'hui
on se pose même la question d'une pénurie. On avait redouté des coupures, des délestages cet hiver qui n'ont pas eu lieu. Comment on en est arrivé là ? Le point que vous soulevez est essentiel et c'est pour ça que je parle d'une longue divagation politique. Parce qu'en réalité, à la fin des années 1990, au début des années 2000, nos dirigeants, et on peut le comprendre par ailleurs, ont été bercés d'une forme d'illusion selon laquelle l'énergie serait toujours abondante. Alors qu'on savait déjà à l'époque qu'il fallait sortir des énergies fossiles et que la production de l'électricité, en France, elle est décarbonée grâce au nucléaire, était une des portes de sortie. Et on a un peu vécu sur nos acquis, et progressivement, en fermant les réacteurs de recherche qui nous auraient permis d'avoir une avance considérable, en prenant les décisions qu'on a prises sur le marché européen, eh bien, on a fragilisé notre mix électrique, on a fragilisé notre pays. Mais est-ce que la France n'était pas aussi dans l'air du temps, si j'ose dire, puisqu'elle faisait un peu cavalier seul en Europe en ayant un parc nucléaire aussi important ? L'Allemagne, notre voisin et principal partenaire, a fermé ses réacteurs. Il y a eu la catastrophe de Fukushima qui a marqué les esprits. François Hollande a annoncé dans son programme qu'il voulait passer à 50% de nucléaire. Est-ce qu'il n'y avait pas, encore une fois, je reviens à cette expression, un air ambiant qui était anti-nucléaire à ce moment-là ? Absolument, bien sûr. Et on a une responsabilité collective dans la difficulté qu'on a eue à ne pas expliquer ce qui s'était passé à Fukushima. Et pourquoi c'était d'abord un tsunami qui avait causé une inondation qui ensuite avait eu un impact. Mais les morts de la radioactivité à Fukushima, ils sont très peu nombreux, il faut le dire. Ce n'est pas pour minimiser. Et donc, il y avait cet air ambiant. Mais la responsabilité du politique, et je le dis venant d'une nouvelle génération qui espère avoir des résultats énergétiques dans les 30 prochaines années, c'est pas de gouverner avec les sondages, c'est de regarder la science, les contraintes industrielles. Donc on s'est trompé. Et de regarder nos objectifs. On n'a pas arrêté notre parc nucléaire comme les Allemands qui aujourd'hui, je le rappelle, rouvrent des centrales à charbon. En revanche, on a pris ce retard et on le paye aujourd'hui. La fermeture de Fessenheim, pour parler précisément de cette centrale, c'était une erreur. C'est-à-dire, par exemple, on a toujours un petit doute sur jusqu'à quand peut-on prolonger ces centrales dont certaines ont plus de 50 ans, Fessenheim étant la plus vieille d'entre elles. Là encore, si on prend les choses d'un point de vue rationnel, scientifique, industriel, la fermeture ou non des centrales, c'est une décision qui appartient à l'autorité de sûreté nucléaire, qui est indépendante et qui fait un travail formidable. Et donc ensuite, la prolongation des centrales, cela dépend de cette autorité et cela dépend de l'investissement qui a été fait aussi par EDF et qu'EDF a pu faire. Ces choix, c'est aussi de la politique. On a entendu lors de vos auditions, par exemple, Nicolas Sarkozy charger très fortement son successeur sur ses choix nucléaires. Vous, dans votre rapport, vous êtes sévère avec François Hollande, j'y reviens. Vous épargnez plutôt Emmanuel Macron, qui, on s'en souvient, était aussi très proche de François Hollande pendant son quinquennat. Lui-même, le président actuel, dont vous êtes l'un des représentants à Renaissance, a changé de doctrine. Il était au début pour, non pas l'arrêt, mais la baisse du nucléaire, et aujourd'hui, il veut ouvrir des EPR. Je le dis très clairement dans mon rapport, parce que je pense que l'honnêteté fait aussi partie de l'intérêt de ce genre de travail parlementaire. Nous avons, les dernières années, un bilan, un retour assez contrasté. Et effectivement, nous avons commencé par suivre des décisions qui étaient celles de 2015 d'ailleurs, la fermeture de Fessenheim, la réduction du parc nucléaire. Et puis nous avons instruit le dossier. Nous avons regardé ce qui s'était passé à l'EPR de Flamanville. Nous nous sommes posé la question des conditions de relance du parc nucléaire. C'est ce qui a conduit au discours de Belfort. Et surtout, et c'est le plus important, qu'est-ce qu'on a vécu les derniers mois ? Pour la première fois dans notre histoire récente, on a parlé dans le même temps de sobriété, d'énergie renouvelable, de nucléaire. Parce que face au mur énergétique, nous n'avons pas le choix, il faut faire les trois. Pour l'avenir, précisément, vous parlez de Flamanville, cet EPR dont on entend systématiquement le report, le fait que la facture augmente. Est-ce que ce n'est pas une très mauvaise publicité pour ces nouvelles technologies qui semblent coûter très cher et dont on ne voit jamais la réalisation ? Absolument. La gestion, et elle a été rappelée dans un rapport en 2019 du dossier Flamanville, qui a pris une dizaine d'années de retard avec une explosion des coûts, est préoccupante. Et elle doit nous appeler à réfléchir à notre industrie nucléaire. La meilleure façon de défendre le nucléaire, qui est un atout industriel souverain français, c'est de voir ses limites, ses risques. C'est indispensable. Vous êtes favorable à ce que l'on supprime le mécanisme qui impose à EDF de vendre son électricité à prix régulé. C'est un mécanisme européen, la RENH. Pour quelle raison ? Ce que je demande, c'est une réforme profonde du marché européen. La réalité, c'est que le cadre européen, aujourd'hui, est néfaste au mix électrique français. Il désavantage le nucléaire, il met EDF dans une situation difficile puisqu'il l'oblige à revendre une partie de son électricité peu cher. Il faut donc suspendre l'ARENH, mais il faut aussi la compenser pour que nos producteurs, nos entreprises ne subissent pas cette augmentation du prix de l'électricité que nous payons aujourd'hui au prix du gaz.
les antinucléaires ne s'expriment pas beaucoup dans votre rapport. On a l'impression qu'aujourd'hui, ça ne se discute plus, l'intérêt de cette énergie. Écoutez, d'abord, je crois qu'on arrive progressivement, à part quelques chapelles à la limite du sectarisme, on arrive à sortir de cette opposition binaire, inventée, imaginaire, entre les énergies renouvelables qui produisent de l'électricité sans carbone et le nucléaire qui fait de même. Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup Antoine Armand. Merci beaucoup. Auteur de ce rapport très important sur le nucléaire et qui fait beaucoup débat.